Qu'est-ce que le réel? Cette question hante les hommes depuis qu'ils ont posé les yeux sur le monde. Peu ont été assez sages ou assez fous pour écouter sa voix, pressentant qu'il pouvait s'agir là d'un voyage sans retour, aux frontières de l'intelligible, sur la crête de la folie. Alors, promenons-nous le temps d'une vidéo sur le chemin des simulacres, où nous risquons à chaque pas de trébucher derrière le masque de ce que nous appelons le réel. Une première définition du réel nous est proposée par l'auteur de science-fiction Philip K. Dick. Ce qui est réel, c'est ce qui, quand on cesse d'y croire, continue d'exister. Cette définition nous permet de faire un premier tri, parmi les choses qui nous entourent, entre ce qui est réel et ce qui en a seulement l'apparence. On va parler du droit, de l'argent et des entreprises. Commençons par l'argent. Un billet de 5 € par exemple, me permet d'acheter une baguette de pain à la boulangerie. Mais en soi, ça n'est qu'un bout de papier. Sa valeur d'échange ne tient qu'à la valeur que la boulangère et moi sommes d'accord pour attribuer à ce bout de papier. Et le reste du corps social lui attribue la même valeur. C'est ce qui fait que la boulangère pourra à son tour échanger ce billet contre un autre bien. Mais on voit bien que le billet en lui-même, par lui-même, n'a pas de valeur. En réalité, ça n'est qu'un bout de papier. Il n'a que la valeur qu'on lui attribue. La preuve de ça, c'est qu'un pays peut changer de monnaie. Par exemple en France, quand on est passé du franc à l'euro, l'ensemble de la société a perdu la croyance que les billets imprimés en francs avaient de la valeur. Et comme la croyance de l'ensemble de la société a cessé, la valeur a disparu. Cette liasse qui a un jour permis d'acquérir une voiture, quelques années plus tard, se retrouve sans aucune valeur. Cet exemple montre que l'argent n'a pas de valeur en tant que tel. Il n'existe que parce qu'on est d'accord pour dire qu'il existe. Le droit aussi est une fiction. Les lois produisent des effets parce que l'ensemble de la société les croit obligatoires. Mais si demain plus personne n'y croit, ni le policier chargé de vous arrêter, ni le juge chargé de prononcer la sanction, ni l'avocat chargé de vous défendre, ni le gardien de prison chargé de vous garder là-bas, en d'autres mots, personne, eh bien c'est pareil. Sans croyance, la loi ne produit aucun effet par elle-même. Si l'argent ou le droit régissent notre société, c'est en grande partie parce que l'État leur confère une légitimité. Or, l'État est un concept qui n'existe pas non plus en tant que tel. Si demain plus personne ne croit en lui, il disparaît. C'est ce qui se passe en cas de changement de régime ou de coup d'État. Ces concepts qui n'existent pas, et qui pourtant tiennent à eux seuls la société, c'est ce qu'on appelle des fictions. Dans son ouvrage Sapiens, Yuval Noah Harari explique que les fictions sont des constructions abstraites qui ont permis le développement des sociétés humaines. En effet, à l'origine, les hommes se réunissaient en petits groupes, en tribus, qui comportaient un faible nombre de personnes. Harari explique que tant que le groupe ne dépasse pas le seuil des 100 individus, il peut fonctionner sans avoir besoin de recourir à des fictions, c'est-à-dire à des mythes imaginaires communs. Cependant, dès lors que l'on passe le seuil de 100 individus, le recours à ces fictions abstraites, à ces mythes fédérateurs, tels que la religion ou la monnaie, devient essentiel pour coordonner l'action des individus et que la société continue à croître. Ainsi, grâce aux fictions, deux hommes issus de deux tribus différentes peuvent se rencontrer par hasard et en se parlant, se rendre compte qu'ils croient au même Dieu, qu'ils utilisent les mêmes coquillages comme monnaie, qu'ils connaissent les mêmes contes. Ils ont un arrière-plan commun, un tissu imaginaire qu'ils partageaient avant même de s'être adressé la parole. Les fictions ont permis à la société de se développer en tissu complexe d'informations, de créer des villes, des empires et des civilisations entières. Maintenant,
Restons sur cette définition du réel. Le réel, c'est ce qui, quand on cesse d'y croire, continue d'exister. Et prenons l'exemple inverse. L'exemple de quelque chose qui existe en tant que tel. Prenons le soleil. Si demain, vous, moi, tout le monde, cesse de croire en l'existence du soleil, ça ne changera pas grand-chose. Il sera toujours là et on recevra toujours sa chaleur. On pourrait en dire autant des lois physiques, comme la loi de la gravité. Contrairement aux lois humaines, si demain tout le monde cesse de croire en la gravitation, elle s'exercera toujours. Si je tiens un objet dans ma main et que je le lâche, il sera attiré vers le sol. Notre croyance n'a aucune incidence sur leur existence. Contrairement au droit, à l'argent ou à l'État, le soleil ou la loi de la gravité n'ont pas besoin de nous pour exister. On arrive ici à une première définition du réel. Le réel, c'est ce qui existe indépendamment de nous. C'est ce dont l'existence est indépendante de notre croyance. L'idée de réel implique donc quelque chose qui existe en tant que tel, indépendamment de nous. Par exemple, le bruit d'un arbre qui tombe ou la couleur du ciel. Or, ces deux exemples sont très mal choisis et je les fais exprès, pour vous montrer que ça n'est pas si simple. Restons sur l'exemple du son d'un arbre qui tombe. En tombant, l'arbre propage des vibrations dans l'air, qui sont d'abord captées par un organe dans notre oreille appelé le pavillon, elles sont ensuite envoyées dans le conduit auditif jusqu'au tympan, puis transmises à l'oreille moyenne où elles sont amplifiées par le marteau, l'enclume et l'étrier, pour ensuite être transmises à l'oreille interne. Enfin, l'étrier va appuyer sur la cochlée qui se trouve dans l'oreille interne, et à l'intérieur de la cochlée, on retrouve des cellules ciliées dont les cils permettent de transformer les vibrations en signaux électriques qui seront alors interprétés par le cerveau. Et finalement, c'est tout ce processus qui nous conduit à décoder cette vibration initiale comme un son qu'on entend. On peut en conclure que sans oreille humaine, il n'y aurait pas de son, juste une vibration dans l'air. On comprend mieux maintenant le sens de cette énigme célèbre. Si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il a quand même fait du bruit ? Stéphane Blick, expert en psychoacoustique à l'Institut de recherche sur le son et les vibrations de l'Université de Southampton, décrit ainsi le phénomène. Le cerveau crée une illusion de perception. Il est très difficile d'identifier ce qu'il se passe réellement en dehors de ce que perçoit notre oreille. Ce qui nous parvient, ce n'est pas le son tel qu'il s'est produit. C'est une traduction d'un phénomène. Et nous n'avons pas directement accès à ce phénomène. Il en va de même pour les couleurs, qui sont une onde lumineuse que notre œil perçoit. Elles n'existent pas en tant que telles. En fait, notre rapport au réel revient à regarder un film dont nous ignorons la langue, mais qui serait doublé en français. On comprend une version du film, mais au fond, nous ne connaissons pas la langue originale. Nous ne savons pas ce qu'il se dit réellement. On n'a pas la capacité cognitive de la comprendre, ni de savoir si le doublage que l'on entend est fidèle ou éloigné de la version originale à laquelle nous n'avons pas accès. De même, au sujet des couleurs, notre œil ne perçoit que certaines couleurs. On l'a dit, les couleurs sont des ondes lumineuses, et l'œil humain ne perçoit que les longueurs d'onde, comprises entre 400 nanomètres, la couleur bleue, et 700 nanomètres, qui correspond à la couleur rouge. Entre les deux, se trouve l'ensemble des couleurs auxquelles on a accès. Mais il y a des couleurs dont la longueur d'onde est plus courte que 400 nanomètres, et d'autres plus longues que 700 nanomètres. Ce sont des couleurs qui existent, mais qu'on ne peut pas voir. Ce qui nous parvient à travers notre appareil perceptif, c'est une traduction, une interprétation de ce qu'il se passe réellement. Ce qu'il se passe dans le réel, nous n'en savons rien. À partir de là, on pourrait se livrer à une expérience de pensée. Imaginons qu'un être soit sur Terre, mais qu'il n'aurait pas du tout le même appareil perceptif que nous. Cet être ne voit pas les choses en termes de couleurs ou de sons, mais par exemple en termes d'ondes que nous, on ne perçoit pas, de stimuli ou autres. Il serait dans le même réel que nous, mais il en aurait une traduction,
donc une expérience totalement différente. Et dans la mesure où nos appareils de perception seraient radicalement différents, ils seraient imperceptibles l'un pour l'autre. Et puisque nos appareils de perception seraient si différents, qu'est-ce qui nous dit que ces autres êtres ne sont pas là, en même temps que nous ? Qu'ils ne sont pas comme ces couleurs que l'on ne voit pas ? Qu'y a-t-il d'autre dans le réel que l'on ne peut pas voir ? Qu'est-ce qui se cache pourtant là, juste sous nos yeux, à l'ombre de nos sens ? Ne sommes-nous qu'un appareil de traduction, branché sur une matrice dont nous ignorons la composition originelle ? Est-ce que la réalité serait en elle-même une console de jeu, et notre expérience de celle-ci ne serait qu'un jeu qu'on aurait branché dans la machine, parce que nos capacités sont prévues pour ça, mais qu'une infinité d'autres jeux pourraient être expérimentés sur la même machine ? À l'heure où l'homme veut explorer l'espace, les fonds marins, où on s'interroge sur l'origine de l'univers, il se pourrait bien que le plus grand mystère, que le continent le plus inexploré, soit juste là, sous notre nez, dans ce réel dont nous n'avons qu'une vision parcellaire, limitée par notre perception. Des millions de dimensions coexistent peut-être en même temps que la nôtre, qu'on n'arrive pas à voir, ou peut-être que des concepts qu'on n'arriverait même pas à appréhender flottent en ce moment même, tout autour de nous. Il faut rappeler que l'idée que le monde que nous habitons n'est pas le vrai monde, qu'il y aurait un ensemble plus vaste qui nous est inaccessible, est une idée particulièrement ancienne. En fait, elle remonte aux origines de la pensée humaine. Il se pourrait que tout ce que nous prenions pour absolument vrai, comme le soleil qui serait toujours là même si on cesse d'y croire, soit aussi une illusion. L'un des penseurs les plus emblématiques du doute radical, c'est Descartes. Descartes utilise le doute comme une méthode d'acquisition de la connaissance. Ce qui est vrai, c'est ce dont on ne peut pas douter. Autant dire, comme on va le voir, pas grand-chose. Dans ses méditations métaphysiques, Descartes part d'une situation qui nous est tous arrivée. On discute avec un ami, un désaccord survient. J'insiste, lui aussi, la discussion s'échauffe, je continue à insister parce que je suis absolument convaincu que j'ai raison et qu'il a tort sur ce point. Alors, en bons humains du XXIe siècle, nous convoquons le juge de paix Google pour nous départager. Et là, après vérification, je me rends compte que c'est moi qui avais tort, malgré mon absolue certitude. Par cet exemple, Descartes montre que même ce dont on est absolument certain peut se révéler faux, et qu'il faut douter de manière systématique de toutes nos certitudes. Descartes va plus loin et développe ensuite l'argument du rêve. Lorsque je rêve, je suis absolument persuadé que ce que je vis est bien réel. Ça n'est qu'à mon réveil que je me rends compte que j'étais dans l'erreur et que je rêvais. Combien de fois m'est-il arrivé de songer, la nuit, que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dans mon lit. C'est donc le réveil qui nous permet d'affirmer que nous sommes dans la réalité. Mais alors, maintenant que je suis réveillé, qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas encore en train de rêver, puisque j'ai déjà été trompé une fois ? Par définition, ce n'est qu'au réveil, si réveil il y a, que je pourrais le savoir. Cette discussion autour du rêve est très ancienne. Socrate l'évoquait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans ses dialogues avec Théétète. On se demande si nous sommes éveillés ou si nous rêvons. Et le temps où nous dormons est égal à celui où nous sommes éveillés, et dans chacun de ces deux états, notre âme soutient que les idées qu'elle a successivement sont absolument vraies, en sorte que, pendant une moitié du temps, ce sont les unes que nous tenons pour vraies, et pendant l'autre moitié, les autres, et nous les affirmons les unes et les autres avec la même assurance. Dans ce dialogue, Socrate fait remarquer à Théétète que nous passons à peu près la même quantité de temps à dormir qu'à être réveillés, et que dans chacun de ces deux états, nous sommes absolument convaincus que nous sommes réveillés. Et ainsi, nous passons la moitié du temps dans l'erreur. Nietzsche, qui est en opposition totale avec les pensées qu'on expose ici, décrit pourtant un mouvement similaire. Un jour, Zarathustra jeta son illusion par-delà les hommes.
pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde. L'arrière-monde chez Nietzsche désigne l'interprétation du réel, le voile mental que nous posons sur une réalité pour éviter de la voir telle qu'elle est. L'idée qu'il y ait une vie après la mort, que notre destin serait écrit dans les étoiles, ou qu'il y aurait un sens métaphysique à l'existence, tout ça, pour Nietzsche, ce sont des arrière-mondes. Des constructions mentales qui nous éloignent de la réalité. Pour lui, il n'y a que le réel. Et la tâche du surhomme est de l'appréhender directement, sans arrière-plan interprétatif. Il s'agit, en d'autres termes, d'habiter le monde et non de vivre dans une interprétation de celui-ci, de contempler la chose en soi et de rejeter tout symbolisme derrière le monde observable. Il y a donc cette idée de lever des couches d'illusion qui nous séparent du réel, de remonter les arrière-mondes pour l'habiter pleinement. Cette idée de l'illusion, on la retrouve aussi dans le bouddhisme, qui considère que le monde est une illusion et que la tâche du méditant est de se libérer de ces illusions qui causent de la souffrance et de développer la capacité, en suivant l'enseignement du Bouddha, de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de voir le réel. C'est également le cas de la réincarnation bouddhiste, dans laquelle on traverse plusieurs plans d'existence déterminés par nos actions, qui forment notre karma, et chaque réincarnation devrait nous rapprocher de l'éveil, c'est-à-dire du réel, libéré de l'illusion. Mais on pourrait même en dire autant pour la pensée chrétienne, dans un sens totalement opposé à celui de Nietzsche. Dans cette dernière, ce monde-ci n'est pas le vrai monde. Il n'est qu'une préparation au monde qui vient, le royaume des cieux, qui lui serait ce vrai monde. Les hommes ont toujours questionné la nature de la réalité. Notre époque, matérialiste et rationaliste, qui considère que ce monde-ci est le vrai monde et qu'on devrait plutôt chercher à l'améliorer, fait plus figure d'exception que de règle à travers l'histoire. On voit aussi que ce questionnement est très souvent corrélé avec le sentiment religieux. Il y a, chez l'homme, cet entêtant sentiment d'avoir été créé. Cette impression qu'il existe une divinité ou un dieu et qu'on peut s'en rapprocher semble corrélée à cette intuition que le réel n'est qu'une illusion. Comme si, ce que les hommes appelaient Dieu, ça n'était qu'une manière de nommer ce qui se cacherait derrière la réalité qu'on expérimente et dont on pressent qu'elle serait une illusion. Malgré ses fondations rationalistes et scientifiques, notre société moderne n'a pas tout à fait renoncé à la théorie du monde comme illusion. Le monde scientifique a aussi sa propre version de cette thématique. Oui, vous me voyez venir, dans cette partie, on va parler de la théorie de la simulation informatique. Dans cette théorie, notre réalité serait en fait une simulation informatique, générée par des machines. C'est ce qu'on voit notamment dans le film Matrix. Le physicien Nick Bostrom a donné une sorte d'aura scientifique à cette théorie, notamment dans un article paru en 2003, intitulé « Are you living in a computer simulation ?» donc « Est-ce que vous vivez dans une simulation informatique ?» Dans cet article, Nick Bostrom affirme qu'il y aurait une chance sur 3 pour que nous vivions déjà dans une simulation informatique. En effet, selon lui, il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est que l'humanité arriverait à un stade où elle pourrait faire des simulations informatiques, mais qu'elle choisirait de ne pas le faire, pour des raisons morales, éthiques ou autres. Le deuxième scénario, c'est que l'humanité se sera autodétruite avant d'avoir pu arriver à ce stade de développement technologique. Le troisième scénario, c'est que l'humanité a bien accédé à la technologie permettant de réaliser des simulations et l'a mis en œuvre. Et dans ce cas, il y a de grandes chances pour que nous soyons déjà dans l'une de ces simulations. Elon Musk, le milliardaire fondateur de PayPal ou Tesla et accessoirement homme le plus riche du monde, s'est également intéressé à cette hypothèse. Il est beaucoup plus catégorique que Nick Bostrom et affirme qu'il y a 99,9% de chances que nous soyons bel et bien dans une simulation. Selon lui, l'humanité va arriver un jour au stade de développement où elle sera capable de créer des simulations. Et on s'en servirait pour simuler la vie de nos ancêtres et en apprendre davantage sur eux,
On créerait donc une simulation qui commencerait à la préhistoire, à la Rome antique ou même au moment du Big Bang pour observer comment nos ancêtres se sont développés. Les êtres qui habiteraient dans cette simulation seraient des intelligences artificielles qui n'auraient aucune idée qu'elles sont dans une réalité virtuelle. Elles penseraient que le monde qui les entoure, leur monde, est le vrai monde. Sauf qu'à l'intérieur de cette simulation, les êtres qui l'habitent accéderaient un jour à la technologie, et ils pourraient à leur tour créer une simulation de leurs propres ancêtres. Et ces ancêtres, dans leur simulation, créeraient eux-mêmes à leur tour une simulation, et ainsi de suite, à l'infini. Notre monde et nous-mêmes, sommes-nous le produit d'une simulation créée par une autre simulation qui elle-même provient d'une simulation ? Depuis combien de temps l'humanité erre-t-elle au sein de réalités virtuelles imbriquées les unes dans les autres ? Depuis combien de temps hantons-nous un dédale cybernétique de plus en plus éloigné de la réalité de base ? Elon Musk ajoute un parallèle avec les progrès faits dans le domaine des jeux vidéo. Il y a 40 ans, nous avions Pong. Aujourd'hui, nous avons des millions de personnes qui jouent dans des simulations 3D photoréalistes. En supposant que la technologie continuera de s'améliorer, il arrivera un moment où on ne pourra plus faire de différence entre ces jeux et la réalité. Notre réalité serait donc une sorte de jeu vidéo géant autogéré, généré par les machines d'une civilisation beaucoup plus avancée que nous. On pourrait aussi se demander à quoi ressemblent les créateurs de la simulation. Peut-être viennent-ils d'un monde où l'humanité a été remplacée par des post-humains, c'est-à-dire des hommes qui ont définitivement fusionné avec la machine, mais peut-être aussi qu'ils n'ont rien d'humain, et que notre monde, nous-mêmes, sommes le seul produit de leur imagination. Peut-être hantons-nous le rêve d'une civilisation extraterrestre, peut-être elle-même simulée par une toute autre espèce. Car oui, ce que relèvent également les tenants de cette théorie, c'est que si l'univers est infini, il y a de très grandes chances pour qu'il y ait d'autres formes de vie dans l'univers, et cela multiplie encore les chances que des simulations informatiques de cette nature aient été créées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un jeu vidéo, ne s'affiche à l'écran que ce qu'a besoin de voir le joueur. Le reste n'est pas généré par la machine, pour économiser de l'espace. C'est-à-dire que, dans un jeu, je ne vois que ce qui est devant moi. Ce qui est à l'arrière-plan, ce qui est derrière moi, je ne le vois pas, parce que je n'en ai pas besoin. C'est seulement si je me retourne que là, le jeu va générer l'univers et que je vais pouvoir le voir, me donnant l'impression qu'il a toujours été là. Alors qu'en réalité, il ne le génère que quand j'en ai besoin, que quand il entre dans mon champ de vision. Or, en physique quantique, on sait aujourd'hui qu'à un niveau infiniment petit, certaines particules n'existent que quand on les observe. Elles n'acquièrent leurs propriétés, comme la vitesse ou une position, que lorsqu'il y a quelqu'un pour les observer. Ce principe s'appelle le principe de superposition. Les particules existent en tant que superposition d'états possibles avant d'être observées. C'est notre observation qui les fixe dans un état particulier, exactement comme un ordinateur qui chercherait à économiser sa mémoire, ne générant ces éléments que lorsque le joueur les regarde. Une autre idée curieuse, c'est l'idée qu'on ne puisse pas aller au-delà de la vitesse de la lumière. Cette limite correspondrait à la vitesse maximale de calcul du processeur qui génère notre simulation, qui n'est pas assez puissant pour aller au-delà. Enfin, les lois mathématiques et les algorithmes qui sont tout autour de nous seraient également des preuves de la nature informatique de notre réalité. Mais, si on poursuit le jeu intellectuel, on se heurte notamment à l'argument de la puissance de calcul. En effet, lorsqu'on lance un univers simulé, celui-ci est forcément moins complexe que la machine qui le génère. Donc, à chaque niveau de simulation, on perdrait en puissance de calcul. Un bon exemple de ça, c'est ce qui s'est passé dans le jeu Minecraft. Donc Minecraft, c'est un bac à sable dans lequel vous pouvez faire et construire à peu près tout ce que vous voulez. Et, dans Minecraft, un joueur a réussi à recréer un PC sur lequel il fait tourner Minecraft à l'intérieur du jeu. Or, ce PC virtuel créé dans le jeu est nécessairement moins puissant que sa machine physique qui fait tourner le jeu de base. La version de Minecraft à l'intérieur de Minecraft
a des moins bons graphismes, des moins bonnes performances, etc. que le jeu à l'intérieur duquel on l'a créé. Et si, à l'intérieur de ce Minecraft virtuel, il avait créé encore une version de Minecraft, celle-ci serait encore moins performante que sa version de support. Ainsi, nos supposés univers simulés imbriqués les uns dans les autres seraient à chaque fois une simulation moins puissante, précise ou détaillée que la précédente. Il y aurait une hiérarchie dans les simulations, une hiérarchie de performance. Et donc, on imagine la puissance qu'il faudrait à un ordinateur pour faire tourner une simulation aussi complexe que notre univers observable. Ce qui veut donc dire que la machine en début de chaîne, à l'origine de toutes ces simulations, aurait une puissance de calcul absolument inimaginable. Il y a une autre théorie qu'on peut opposer à la simulation, c'est le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam est une théorie philosophique qui pose comme postulat que l'hypothèse la plus simple est souvent la meilleure. Or, au regard des questions complexes que la théorie de la simulation soulève, l'hypothèse la plus simple serait que nous soyons dans la réalité de base. On pourrait conclure cette excursion en contrée binaire avec le philosophe David Hume, qui affirmait que ces questionnements ne présentent en fait aucun intérêt dans la mesure où ce sont des questions auxquelles il est en fait impossible de répondre. Selon lui, se les poser ne peut que rendre plus malheureux, elles ne présentent pas d'intérêt pratique. Donc, pour le philosophe, il est préférable de ne pas s'en préoccuper. Et je pense que c'est ce qu'on fait un peu tous, et que c'est une réponse qui pourrait nous convenir à défaut de nous satisfaire, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, en tout cas manifestement pas pour Elon Musk, puisque en 2023, le fondateur de Tesla a créé XAI. C'est une nouvelle entreprise basée sur une intelligence artificielle, dont le but est de découvrir pour de bon si nous vivons ou non dans une réalité simulée. Pour conclure, que nous hantions le rêve d'un papillon ou les circuits d'un processeur, le fil que nous avons suivi durant cette vidéo semble décrire un cercle qui nous ramène aux origines de la pensée humaine. Les pensées que nous avons explorées semblent être les différentes métaphores d'une idée unique, obsédante et insoluble, des mystères qui sommeillent à l'ombre du réel. Alors continuons à rêver et à rêver qu'on rêve, dans un sommeil dont l'existence pourrait être la nuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un j'aime. Il y a énormément de vidéos qui vont arriver, donc j'espère que vous resterez connectés avec moi, quelle que soit la dimension dans laquelle nous nous trouvons. À bientôt.